Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un mot qu'on entend vraiment partout dans le monde de la santé, la valeur. Ah oui, la valeur. C'est le mot à la mode, on dirait. Exactement. On parle de soins basés sur la valeur, d'hôpitaux qui doivent créer de la valeur, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ben oui, est-ce qu'on parle d'argent, d'efficacité pure, ou est-ce qu'on parle de, disons, du bien-être du patient, de l'humain? C'est ça, et on a l'impression que ces deux idées, elles s'opposent tout le temps. Difficile de savoir sur quel pied danser. C'est exactement ça le nœud du problème, je crois. Ce terme est tellement polysémique, tellement utilisé à tort et à travers, Qu'il finit par être un peu vide. ou pire, source de tension. D'un côté, on a la pression économique, la rentabilité qui est demandée, et de l'autre, cet idéal un peu humaniste du soin centré sur la personne. Comment on fait le lien? C'est une question essentielle. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur un article très intéressant de Joachim Sturmberg et Saadi Taher. Il a été publié en février 2025 dans Curios. Ce que nous entendons par valeur dans les soins de santé, c'est le titre. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Pourquoi il n'y a pas une seule définition de la valeur? Comment ces visions, disons, économiques versus humanistes s'affrontent et façonnent nos systèmes de santé? Et surtout, pourquoi c'est si important de trouver un terrain d'entente sur ce qui compte vraiment? Pour l'avenir des soins, c'est crucial. Pour nous aider à comprendre cette complexité, l'article propose une approche particulière, n'est-ce pas? Oui, la pensée systémique. C'est vraiment la clé de lecture qu'il propose. Regardez le système de santé non pas comme une somme de parties isolées, Le service de chirurgie, la pharmacie, les généralistes. voilà, mais plutôt comme un organisme vivant, un tout interconnecté où chaque élément influence les autres. Un peu comme un écosystème. D'accord, un changement de perspective important. Alors, au programme aujourd'hui, on va explorer ces différentes facettes de la valeur. Comprendre pourquoi cette vision d'ensemble, cette vision systémique est si cruciale. On verra aussi comment des choix très concrets, comme la façon dont on paye les médecins ou les hôpitaux, orientent en fait tout le système. Et puis on terminera avec quelques exemples assez inspirants de systèmes qui ont réussi à définir et à mettre en œuvre leurs propres valeurs. Bon, ça promet d'être dense mais passionnant. Ça risque de bousculer un peu nos idées reçues. C'est le but. Alors, commençons par la base. Pourquoi c'est si compliqué de définir la valeur en santé? L'article le dit d'emblée, hein. Oui, très clairement. Il n'y a tout simplement pas de consensus universel. C'est un terme qui est subjectif par nature, chargé de valeurs comme ils disent. Chacun y met un peu ce qu'il veut, ses priorités. C'est ça. Et cette subjectivité, elle mène en gros à deux grands cadres de pensée. Ils sont bien décrits dans l'article dans un tableau. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler le cadre affaires ou business. Ok, ça parle assez bien. Là, la valeur, c'est surtout l'efficacité économique. Le retour sur investissement, la productivité, le profit. On raisonne en termes de produits, de services, de parts de marché. La santé est vue un peu comme une industrie, quoi. La logique de l'entreprise appliquée à la santé. Et l'autre cadre alors? C'est le cadre humaniste. Lui, il se préoccupe moins des chiffres économiques que des aspects, humains et sociaux. C'est-à-dire? Ça englobe les valeurs éthiques, l'autonomie du patient, la bienveillance, le respect, la dignité, mais aussi des valeurs plus sociales, l'équité dans l'accès aux soins, la collaboration entre professionnels, la durabilité du système, le respect du contexte culturel de chacun. D'accord, on voit bien les deux pôles. L'un très process et chiffres, l'autre très personne et société. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article suggère que nos propres cadres mentaux, Notre vécu, nos croyances. voilà, tout ça nous prédispose à préférer l'un ou l'autre. Si on valorise surtout la performance, le contrôle, on va pencher naturellement vers le cadre affaires. Et si on met l'accent sur l'empathie, la responsabilité sociale? Le cadre humaniste nous semblera plus pertinent. Nos lunettes personnelles filtrent ce qui nous semble important. C'est intéressant comme idée. L'article fait aussi une petite précision de vocabulaire qui peut être utile. Ah oui, la distinction entre soins de santé et système de santé. C'est ça, on les utilise souvent l'un pour l'autre, mais Mais c'est pas tout à fait pareil. Les soins, c'est vraiment l'interaction directe avec le patient. La consultation, l'opération. et le système, c'est plus large. C'est l'organisation, les politiques, le financement, les infrastructures, les professionnels. Voilà, gardez ça en tête, c'est utile pour l'approche systémique qu'on va aborder maintenant. Justement, cette fameuse approche systémique,
comment elle nous aide à y voir plus clair dans ce débat sur la valeur Nanvik? C'est quoi l'idée de base? L'idée fondamentale, qui vient de penseurs comme Capra ou Hakoff, c'est qu'un système complexe, Comme un système de santé? oui, ou un écosystème, une ville, c'est toujours plus que la simple somme de ses parties. Les composants sont interconnectés, ils dépendent les uns des autres. D'accord. Et donc, pour comprendre comment ça fonctionne, et surtout pourquoi ça coince parfois, ça ne suffit pas d'analyser chaque pièce isolément. Il faut regarder les liens, les interactions, les flux, le tout quoi. L'image de la fourmilière, on ne comprend pas son organisation en étudiant une seule fourmi dans son coin. C'est une bonne image, oui. L'article en utilise une autre, celle du vortex, pour visualiser un système adaptatif complexe. Un vortex. Un vortex, ça a besoin d'un point central, un but. Ça a besoin d'une structure flexible, les interconnexions. Et ça a besoin de flux constants, l'information, les ressources. Et tant que ça tourne autour du but, Ça reste stable, ça peut s'adapter. Un système de santé devrait idéalement fonctionner comme ça, en restant focalisé sur son but premier, la santé des gens. mais le risque, c'est que les différentes parties du système, l'administration, les hôpitaux, les assurances, chaque spécialité médicale, se mettent à avoir leurs propres objectifs. Exactement. Et que ces objectifs entrent en conflit ou fassent perdre de vue le but global. C'est un piège classique dans les grandes organisations. Et ça mène à une idée assez percutante citée dans l'article. Ah oui, celle de Meadows ou Goldratt, tout système est parfaitement conçu pour obtenir les résultats qu'il obtient. Ouch! Ça veut dire que si le système produit des listes d'attente, des inégalités ou épuise des soignants, Ce n'est pas forcément un accident ou un bug. C'est peut-être la conséquence logique de sa conception, de ses règles, de ses incitations. ça fait réfléchir. Donc si on veut changer les résultats, il ne suffit pas de bricoler un petit bout du système. Non, c'est ça l'idée centrale de l'approche systémique. Il faut souvent repenser le design global. Améliorer une partie isolément peut même parfois aggraver les choses ailleurs. Un exemple. Imaginez qu'on optimise à fond l'efficacité d'un service de chirurgie pour faire plus d'opérations. Si derrière la rééducation ou les soins à domicile ne suivent pas, on risque juste de créer un embouteillage plus loin. Je vois. La valeur, elle ne se crée pas juste à un endroit. Elle émerge de tout le parcours. C'est ça. D'où l'importance de cette vision d'ensemble quand on parle de valeur en santé. Alors, voyons maintenant comment ces différentes idées de la valeur se traduisent concrètement. L'article parle de plusieurs approches influentes. Celle de Donald Berwick, par exemple. Oui, Berwick, dès les années 90, il insistait déjà sur une organisation systémique des soins, centrée sur tous les besoins du patient, pas juste les besoins médico-techniques. C'est-à-dire, Pour lui, la vraie valeur, c'est améliorer la santé et le bien-être global. Ça peut inclure l'aide sociale, l'adaptation du poste de travail. Il faut une vision très intégrée. Et il dit qu'il faut un leadership qui transforme le système pour atteindre ce but et aligner le financement sur cet objectif global, pas juste sur le volume d'actes. une vision très large. Et en face, on a l'approche très connue de Michael Porter. Ah oui, Porter et sa fameuse équation valeur égale résultat important pour le patient, coût. C'est simple, direct. Oui, il propose des leviers très concrets. Organiser les hôpitaux par pathologie, mesurer les coûts et les résultats pour chaque patient, payer au forfait. Cette approche a eu beaucoup d'influence, non? Énormément. Parce qu'elle semble offrir une solution claire, mesurable. Mais l'article rapporte aussi des critiques. Beaucoup la trouvent trop simpliste. Ah bon? Pourquoi? Par exemple, l'économiste Uwe Reinhardt rappelait que la qualité des soins, c'est multidimensionnel. La sécurité, l'efficacité, l'équité, la réactivité. On ne peut pas tout réduire à un chiffre dans une division. Je vois. Et surtout, il pointait une faille logique. La valeur qu'on perçoit d'un service, ça n'a pas forcément de rapport direct avec son coût de production. Payer très cher quelque chose ne garantit absolument pas sa valeur réelle pour nous. C'est un point essentiel. On voit d'ailleurs que certaines institutions, comme l'OCDE, parfois, se focalisent beaucoup sur la maîtrise des coûts, avec des outils comme les GHM en France, les groupes homogènes de malades. Oui, les DRG à l'international. L'idée, c'est de mettre les séjours hospitaliers dans des cases avec un prix fixe, pour inciter à standardiser, à être plus efficace. Mais le risque, c'est quoi? Le risque, pointé par l'article, c'est de finir par rogner sur la qualité, d'ignorer les besoins spécifiques de chaque patient parce qu'ils ne rentrent pas bien dans la case, et d'oublier qu'investir dans la santé, c'est pas juste une dépense, c'est aussi un investissement pour toute la société. Heureusement, tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Non, heureusement. La Commission européenne, par exemple, essaie d'avoir une vision plus large, basée sur la solidarité.
Il parle de 4 types de valeurs. Lesquels? La valeur personnelle, est-ce que les objectifs du patient sont atteints? La valeur technique, est-ce qu'on obtient les meilleurs résultats possibles avec les ressources dispo? La valeur allocative, les ressources sont-elles bien réparties, équitablement? Et la valeur sociétale, est-ce que les soins aident les gens à participer à la vie sociale, à travailler? C'est une vision beaucoup plus riche, effectivement. Oui, et elle rejoint d'ailleurs les conclusions d'un rapport important des académies nationales américaines, le rapport NASEM. Ce qui ressort de tout ça, j'ai l'impression, c'est que le vrai enjeu, au-delà des formules et des indicateurs, c'est de se mettre d'accord sur des valeurs partagées. C'est fondamental. Pour qu'un système aussi complexe fonctionne de manière un peu cohérente, il faut un accord sur le but commun et les principes de base. Comment on fait pour définir ces valeurs fondamentales? L'article cite Collins et Porras qui donne des pistes. Oui, il propose 3 questions test, en quelque sorte. Est-ce que cette valeur sera encore valable dans 100 ans? Est-ce qu'on la défendrait même si elle nous désavantagerait face à la concurrence? Et est-ce qu'elle pourrait s'appliquer en dehors de la santé? C'est exigeant comme exercice. Oui, mais sans doute nécessaire. Parce que ces valeurs ou leur absence, elles se voient très concrètement dans le système, notamment via les modes de paiement. Le tableau 2 de l'article est très parlant là-dessus. Ah oui, le mode de paiement, on y revient. Expliquez-nous. Prenons le paiement à l'acte, le fee for service. C'est simple. Plus tu fais d'actes, consultations, examens, opérations, plus tu es payé. Logique, donc ça incite à faire beaucoup d'actes. Oui, ça incite au volume, et ça peut attirer des professionnels qui aiment bien les tâches très définies, avec moins d'incertitude, et qui sont sensibles aux revenus liés à ce volume. D'accord. Et à l'inverse, les autres modèles? La capitation, les GHMDRG, le paiement à la performance? Eux, ils sont plutôt conçus pour maîtriser les coûts ou améliorer l'efficacité sur certains points précis. La capitation, c'est un budget fixe par patient inscrit, peu importe combien de fois il vient. Les GHMDRG, c'est le forfait par séjour dont on parlait. Le paiement à la performance, PIF-OPI, c'est des primes si on atteint certains objectifs de qualité ou d'efficacité. Et ça marche? Ça peut être utile, mais ça a aussi des risques. Ça peut encourager une médecine un peu à la chaîne, ou décourager les médecins de prendre en charge des cas compliqués qui sortent des clous. Et il y a encore d'autres modèles? Oui, il y a les modèles plus récents de paiement basés sur les résultats pour le patient, les Outcomes-Based Payments. Là, on essaye de récompenser l'amélioration réelle de la santé. Ça semble idéal, non? Sur le papier, oui. Ça encourage une vision plus globale, la collaboration, mais c'est aussi plus complexe à mesurer et ça peut augmenter la charge mentale des soignants, car il faut suivre plein de paramètres. L'article fait même un lien entre ces modèles et le profil des médecins. Oui, c'est intéressant. Leur tolérance à l'incertitude, par exemple, elle est souvent plus grande chez les généralistes qui voient de tout que chez certains spécialistes très pointus. La charge cognitive aussi, elle est plus élevée quand on gère des situations floues, complexes, ce qui est le lot des généralistes. Et tout ça joue sur le risque de burn-out. C'est fou de voir comment un choix qui semble technique, comment on paye, est en fait si profondément lié à des valeurs et influence qui fait quoi et comment. Absolument. L'article va même jusqu'à faire un parallèle historique avec les écoles de médecine de la Grèce antique. Ah oui, L'école de Cnide, qui se focalisait sur la maladie comme une chose en soi, et l'école de Cos, celle d'Hippocrate, qui était plus centrée sur le malade, la personne dans sa globalité, avec une forte dimension humaniste, éthique. et on retrouve ces deux tendances aujourd'hui. Oui, tout à fait. Elles se reflètent dans les 2 grands cadres dont on parlait, le cadre affaires et le cadre humaniste. Le cadre affaires, il est plus dans la lignée de Cnide. Logique de marché, individualisme, on découpe les problèmes en maladies spécifiques plus faciles à gérer, comme un business avec des protocoles, des directives. Et la preuve scientifique reine, dans ce cadre, c'est souvent l'essai contrôlé randomisé, le fameux RCT. Exactement. Le RCT correspond bien à cette approche standardisée, contrôlée, mais ça a des conséquences. Une formation médicale qui peut devenir hyper spécialisée, une pratique qui privilégie les examens, les médicaments, les gestes techniques. Un management plus directif aussi. Oui, souvent un management de type command and control. Et ce cadre a parfois du mal avec la complexité, l'incertitude, le vécu unique de chaque patient. Et à l'opposé, le cadre humaniste. Lui, il cherche à comprendre la personne dans sa globalité, comment elle vit sa maladie. L'article utilise l'acronyme SPSS pour ça. SPSS. Somatique, le corps, psychologique, le mental, les émotions, social, l'entourage, le travail, la culture, et spirituel, le sens, les valeurs de la personne. C'est une vision multidimensionnelle. L'objectif n'est pas juste de traiter une pathologie, mais d'aider la personne à vivre au mieux avec sa condition.
Et comment ça se traduit en pratique? Ça valorise d'autres types de preuves scientifiques, y compris qualitatives, pour comprendre le contexte. Ça reconnaît que chaque patient est différent. La consultation est basée sur l'écoute, la recherche de sens, la décision partagée, pour améliorer la qualité de vie. Et le management est différent aussi? Oui, un leadership plus souple, qui accepte la flexibilité, l'adaptation, qui fait confiance aux équipes sur le terrain. C'est important de répéter ce que dit l'article, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'un cadre est bon et l'autre mauvais. Non, absolument pas. Le cadre affaires a permis des progrès en standardisation, en efficacité pour certaines choses. L'enjeu n'est pas de juger moralement. Mais plutôt de comprendre. Exactement. De comprendre que chaque cadre, chaque choix de valeur dominante entraîne des conséquences systémiques très différentes. Et avant de choisir une direction pour réformer un système, il faut être conscient de ses effets induits. Ce n'est jamais neutre. D'accord. Alors, si on veut construire une amélioration qui soit vraiment durable, bénéfique pour tous, comment on s'y prend, si tout est si connecté? La clé, l'article le martèle, c'est vraiment d'adopter cette pensée systémique. De toujours se poser la question, OK, si on change ça ici, quel impact là-bas et sur l'ensemble? Voire plus large. Oui, et élargir le regard au-delà des murs de l'hôpital ou du cabinet. Beaucoup de problèmes de santé prennent racine dans notre environnement social, écologique. Virchow le disait déjà au XIXe siècle. Face aux épidémies liées à la pauvreté, c'est ça? Voilà. Et aujourd'hui, les travaux sur les déterminants sociaux de la santé, comme ceux de Michael Marmot, le confirment. Les inégalités, le stress chronique, la pollution, tout ça joue un rôle majeur. Donc il faut agir sur le système de soins et sur le contexte social. Et peut-être aussi revoir notre définition de la santé elle-même? Oui, l'article suggère de voir la santé non pas comme une simple absence de maladie, mais comme un état d'équilibre dynamique, une capacité d'adaptation. C'est là que le cadre SPSS, somatique, psychologique, social, spirituel, devient très pertinent. Il permet d'expliquer des choses qui semblent paradoxales. Oui, comme cet exemple touchant dans l'article d'un patient en fin de vie en soins palliatifs qui disait se sentir en bonne santé. Alors qu'il était gravement malade. Oui, mais il était en paix, il était entouré, il avait trouvé un sens à ce qu'il vivait. Sa dimension psychologique, sociale et spirituelle allait bien, même si la dimension somatique déclinait. Ça change complètement la perspective. Et ça mène logiquement à voir les services de santé non plus comme une marchandise, mais comme un bien commun. C'est une position forte défendue dans l'article, oui. Si la santé est un bien commun, alors le système a une responsabilité éthique envers tout le monde, et surtout envers les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent pas juste acheter les soins dont ils ont besoin. Parce que personne ne choisit d'être malade. Exactement. Et cette vulnérabilité ne devrait pas être une opportunité de marché. Et dans cette logique de bien commun, de gestion de la complexité, quel est le rôle des soins de première ligne? Les généralistes, par exemple. L'article souligne qu'ils sont absolument cruciaux. Ce sont eux qui sont en première ligne face à la complexité, à l'incertitude, aux situations humaines réelles. Et ils s'en sortent bien. Les études montrent que les systèmes de santé qui ont des soins primaires forts, accessibles, de qualité, obtiennent de meilleurs résultats globaux pour la population, une meilleure satisfaction des patients et pour un coût total inférieur. Tout en étant efficaces sur les maladies spécifiques quand il le faut. Oui, tout à fait. Ils arrivent à faire les deux. Impressionnant. Mais pour orchestrer tout ça, il faut un certain type de leadership, j'imagine. Oui, pas un management rigide qui impose des solutions toutes faites d'en haut. Plutôt un leadership capable de naviguer dans la complexité, d'apprendre, de s'adapter. Un leadership qui fait confiance. Oui, qui rassemble les acteurs autour d'un but et de valeurs partagées claires. Qui écoute le terrain, qui facilite l'expérimentation, l'adaptation aux besoins réels. Et ça existe, ce genre de système? La bonne nouvelle, c'est que oui, l'article donne plusieurs exemples concrets et très inspirants dans son tableau 3. Ah oui, j'aimerais bien qu'on en regarde un ou deux. Prenons le système Nuyuk, en Alaska. Il est fascinant. Il est entièrement géré par la communauté autochtone locale. C'est eux les propriétaires? Oui, et ce sont eux qui ont défini la valeur qu'ils recherchent. Le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Et tout le système est pensé pour ça. Comment? L'accent est mis sur la relation de confiance, soignant-soigné, le respect de la culture locale, des équipes intégrées, un accès très facile aux soins. C'est vraiment construit par le bas, à partir des valeurs de la communauté. C'est assez radicalement différent de ce qu'on connaît souvent. Un autre exemple? Le Costa Rica. C'est un pays qui a fait un choix politique très fort, un système public, universel, très axé sur les soins primaires intégrés. Comment ça fonctionne?
Des équipes, avec médecins, infirmières, assistants sociaux, travaillent au cœur des communautés. Ils font de la prévention, ils suivent les familles sur le long terme, et le système mesure en continu la qualité, l'équité. Et les résultats sont bons? Oui, malgré des ressources bien moindres que dans les pays riches, le Costa Rica a des indicateurs de santé comparables. C'est la preuve qu'une autre voie est possible. Et le point commun entre Nuca, le Costa Rica ou même la Mayo Clinic citée aussi? Ou le programme EDAR Panairobi qui s'est construit en répondant aux besoins des plus démunis face au VIH, le point commun, c'est cet engagement profond autour d'une vision de la valeur centrée sur ce qui compte vraiment pour les gens, dans leur vie, dans leur contexte. C'est très encourageant de voir que ces approches plus humaines, plus systémiques, existent et fonctionnent. Bon, si on devait essayer de synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, On a vu que derrière ce mot simple de valeur, il y a une immense complexité. Des visions souvent opposées, économiques contre humanistes. et que pour s'y retrouver, la pensée systémique est essentielle. Comprendre que tout est lié. Exactement. Que les solutions simplistes peuvent être dangereuses. Et que nos choix, même ceux qui semblent techniques, comme les modes de paiement, sont en fait porteurs de valeur et façonnent la réalité des soins. Et surtout qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, pas de solution miracle universelle. Non, c'est vraiment le message clé de l'article. Il n'y a pas de formule magique. Construire un système de santé qui crée de la valeur pour tous, c'est une démarche continue. Qui demande quoi alors? D'adopter cette approche systémique, de cultiver un leadership adaptatif qui apprend, de s'engager collectivement sur des valeurs partagées claires, centrées sur les besoins réels des personnes dans leur contexte. Et de voir la santé comme un investissement. Oui, un investissement essentiel pour la société, pas juste un centre de coût. Et ça demande un dialogue permanent, honnête, entre tout le monde, citoyens, soignants, gestionnaires, politiques. Pour conclure, l'article nous laisse avec une réflexion assez forte, inspirée de Peter Drucker et William Osler. Souvent, on se concentre sur faire bien les choses. To do things right, appliquer parfaitement le protocole, optimiser le processus pour telle maladie. Mais la question fondamentale, c'est peut-être, est-ce qu'on fait la bonne chose? To do the right thing. C'est-à-dire, est-ce qu'on répond vraiment aux priorités uniques de cette personne-là, à ses capacités, à ses aspirations pour gérer sa santé et vivre sa vie, dans son environnement à elle? Une question vertigineuse en effet. Oui, une question qui nous invite tous, je crois, à réfléchir à ce qui compte vraiment quand on parle de santé, et peut-être à redéfinir nos priorités collectives.